presque 70% des huiles essentielles que l'on peut trouver sur le marché sont, c'est le terme technique, adultérées. Cela veut dire quoi? Adultéré, ça veut dire on y a ajouté des éléments pour baisser le coût de ces huiles. Donc ça peut être des huiles végétales, alors de très mauvaise qualité, ce peut être des alcools, ce peut être des solvants chimiques. On va y retrouver aussi beaucoup de pesticides, enfin de produits qui ne devraient pas s'y trouver parce que la récolte de ces plantes n'est pas toujours faite, en tout cas la méthode de culture de ces plantes n'est pas toujours faite dans les conditions idéales parce que ça coûte encore cher. La façon de les cueillir, la façon de les distiller non plus, etc., etc. Tout ça entraîne, voilà, ce marché où on a des huiles essentielles qui sont rendues par le prix accessible au plus grand nombre, mais en réalité, derrière, on y trouve des additifs qui sont pas très bons pour nous, qui peuvent générer certaines formes d'intolérance, de réaction, d'où la mauvaise presse de certaines huiles essentielles. Donc il faut d'abord être exigeant et demander toujours à avoir de la traçabilité. C'est quoi la traçabilité? D'où ça vient exactement? C'est ce qu'on appelle en fait la carte d'identité d'une huile essentielle ou, en jargon, le chémotype. Savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur, l'analyse de cette huile essentielle. Peu d'entreprises les rendent accessibles, donc faites attention à ça. Donc je vous invite à travailler avec un professionnel qui lui-même connaît bien ses produits et prendre soin de bien sélectionner les huiles essentielles avec lesquelles il va travailler. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Juste pour revenir sur ce premier point, ça veut dire que du coup, moi, en tant que particulier, si je veux travailler avec un professionnel de santé ou acheter des huiles essentielles, je peux demander au professionnel ou à l'entreprise à qui j'achète les huiles essentielles de me fournir ce certificat. Oui, le certificat d'analyse qui montre quelles sont toutes les molécules présentes dans mon flacon d'huile essentielle, et on se rend compte que pour près de 70% d'entre elles, ça n'est pas pur. Donc déjà, je dois faire attention quand je regarde ce certificat. Quels sont les mots, les termes qui doivent me mettre la puce à l'oreille, comme quoi c'est pas qualitatif? À la présence, par exemple, d'huile végétale, sauf si c'est annoncé. Par exemple, je travaille moi avec des roll-on qui sont dilués et prêts à l'emploi. Ça c'est ok. Encore faut-il que la qualité de l'huile végétale qu'on a mis dedans soit bonne. Et dans les molécules, il ne doit pas y avoir de traces d'alcool, il ne doit pas y avoir de traces d'éléments chimiques, de pétrole, etc. Voilà. Il ne doit y avoir que des molécules, comme par exemple, si on prend, je parlais d'amande poivrée, moi je sais que le labo avec lequel je travaille, 36% de la composition, c'est du menthol. C'est l'élément le plus actif dans l'amande poivrée. C'est un actif qui est réfrigérant, si on peut dire, qui va donner toutes ces belles propriétés, en fait, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Je travaille aussi beaucoup avec la lavande. La lavande, il doit y avoir énormément de linalol. Donc, voilà, les huiles essentielles il y a beaucoup, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas les citer, parce que, par exemple, dans l'huile essentielle de lavande avec laquelle je travaille, il y a près d'une quarantaine de molécules différentes, de molécules naturelles, qui sont extraites de la lavande. C'est pour ça que c'est si puissant. Il faut savoir ce qu'est une huile essentielle, en réalité. C'est pas du tout une huile végétale, souvent les gens confondent. C'est l'essence de la plante. L'essence de la plante, c'est son système immunitaire. C'est ce qui lui permet de lutter contre les parasites, les champignons, toutes les agressions extérieures. Donc c'est extrêmement puissant. C'est une toute petite partie en fait d'une plante. C'est pour ça qu'il faut des volumes énormes de plantes pour arriver à extraire un litre d'huile essentielle, d'où son prix souvent, mais d'où son efficacité
incroyable. Il n'y a pas besoin d'utiliser énormément de gouttes. Et quand on travaille avec des huiles essentielles qui sont de qualité extrêmement pure, on peut travailler en dilution avec d'extrêmement beaux résultats. Et ce qui fait que l'on va utiliser son huile de manière, j'ai envie de dire, économique, parce qu'on va la diluer. Moi, je sais que par exemple, la lavande, c'est d'actualité, piqûre de moustique, je mets seulement 5 gouttes d'huile essentielle de lavande dans 5 millilitres d'huile végétale. Et ça fonctionne aussi bien que si je la mettais pure. Là, j'ai donné un exemple de dosage. Je reviens à ta question. Donc, il y a déjà des restrictions selon les publics. Avant 12 ans, jamais d'huile essentielle en interne. Jamais, jamais. Pas d'huile essentielle dans les 3 premiers mois de la grossesse. Pareil. Certaines huiles essentielles peuvent être abortives, c'est-à-dire pourraient potentiellement entraîner un avortement spontané. Donc, vraiment, on fait ça avec prudence. Pendant toute la grossesse, si on utilise les huiles essentielles, ça va être avec l'accord d'un professionnel de santé. Voilà. On ne joue pas avec le feu. Avec les enfants, à partir de 3 ans, avec certaines huiles essentielles que l'on peut utiliser, comme la lavande, et avec une dilution adaptée. Par exemple, ça peut être une goutte de lavande dans 5 ml d'huile végétale. On est prudent. Il y a des publics aussi qui vont présenter certaines contre-indications. Voilà, il y a des problématiques de santé qui entraînent des contre-indications. Je pense à l'épilepsie, par exemple. Certaines huiles essentielles qui sont vraiment interdites pour l'épilepsie, mais pas toutes. Avec certaines prises de médicaments. Voilà. Il y a des contre-indications. Quand on est aussi très fatigué, ou âgé, quand on est âgé, pour des personnes vraiment très faibles, on va être sur des dilutions plutôt enfants. Et puis, si on veut travailler en sécurité, la diffusion, avec un diffuseur de qualité. Pas un diffuseur qui chauffe. Surtout pas, s'il vous plaît. La chaleur détruit les huiles essentielles. Donc, on va travailler avec un diffuseur à eau, à nébulisation, qui va emprisonner la molécule d'huile essentielle. Ça va rester en suspension 3-4 heures dans la pièce. Donc, c'est une façon très naturelle de la prendre. Et on ne diffusera jamais directement dans la chambre d'un enfant. On va le faire avant que l'enfant n'y pénètre. On peut aussi, pour des tout petits, pour les mamans qui sont vraiment pas tranquilles, donc utiliser en dilution, première étape, j'ai un peu confiance, sous la voûte plantaire. On est à distance de la bouche, moins de risque que l'enfant le porte à sa bouche. Et puis si on n'est vraiment pas tranquille, on peut par exemple le mettre sur le doudou qui est à côté. Donc c'est pas directement sur l'enfant. Donc il y a plein de petits aménagements possibles. C'est pour ça que c'est difficile de donner un conseil généraliste. Ça permet d'avoir un large champ d'action et effectivement, on n'est pas obligé d'utiliser la goutte comme ça. L'idée de pouvoir diluer, c'est hyper intéressant parce que on se rend pas compte de leur efficacité quand c'est de qualité et donc elles ont, quand les diluants, ça fonctionne toujours quoi. Ça fonctionne super bien. Super bien. Moi, je travaille notamment avec des roll-on qui sont prêtes à l'emploi pour les enfants. Donc, huile sélectionnée, diluée dans un support huileux, végétal. Ça, c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Mais en fait, ça fonctionne sur les adultes. Dilué avec une dilution enfant, ça fonctionne. Combien de fois j'ai des retours de maman en disant, ben voilà, j'avais mal au ventre et j'ai utilisé le roll-on pour mon enfant, mais en fait, ça a marché. Donc là, c'est le lien peut-être avec l'homéopathie aussi, dans la façon de fonctionner. Et par rapport donc on a parlé de dosage, pour en revenir aux migraines justement, est-ce que les patients viennent te voir pour leurs maux de tête et leurs migraines, ou est-ce que tu découvres secondairement et ensuite on verra quelle est ta vision là, par rapport à ta prise en charge sur la migraine? Alors c'est très rare que les gens viennent directement pour des migraines, parce que les vrais migraineux, on en parlera, pensent qu'il n'y a pas de solution pour la plupart. De solution autre.
Et puis pour les autres, sont des maux de tête, peut-être ça ne leur semble pas être un vrai motif de consultation. Et je le découvre au fur et à mesure, voilà, de mes questions, puisque un bon travail d'un naturopathe, d'un conseiller en huile essentielle, c'est d'abord de questionner, de mener ce qu'on appelle une anamnèse, et puis ensuite, c'est un travail d'enquêteur pour savoir qui est ce fameux pyromane. On va essayer d'aller travailler à la racine de la problématique, c'est hyper important. Et justement, du coup, comment, à travers ta vision de naturopathe et de conseillère en huile essentielle, comment tu comprends la migraine ou les maux de tête en général? Oui. Alors c'est une question extrêmement intéressante. Non, déjà, on avait parlé quand on a préparé le podcast. Beaucoup de gens utilisent ce terme migraine, hein, qui est un terme plutôt médical. Très peu de gens ont réellement des vraies migraines. Donc j'avais envie de pouvoir expliquer ce qu'est la différence entre une migraine et un mal de tête. Déjà la migraine, dans migraine, il y a le mot moitié. La migraine va concerner une moitié de la tête. Donc c'est peu de gens qui ont cette problématique-là. En général, on a plutôt... Donc je vais vous donner quelques exemples qui vont vous permettre de voir si vous êtes dans un mal de tête ou dans la migraine, si ça te va. J'ai quelques petits exemples. Déjà, on va s'interroger sur le type de douleur. Est-ce que j'ai ce qu'on appelle la tête, vous savez, lourde, j'ai l'impression que... Ou parfois, les gens disent, j'ai comme un casque, là, ça m'en sert de partout. C'est diffus, c'est partout. Ça, c'est mal de tête. Ok. J'ai plutôt une douleur de type pulsatile. C'est comme si on me donnait des coups de marteau, comme ça, et c'est d'un côté. Ça, c'est la migraine. La durée, le mal de tête, en général, c'est beaucoup plus court. Hein, la migraine, quand la crise démarre, et d'ailleurs, il faut commencer à la prendre en charge dès qu'on sent les premiers symptômes, parce qu'une fois qu'une crise de migraine est partie, on ne peut pas l'arrêter. Elle va se dérouler jusqu'au bout. Ça peut durer de 4 heures à 72 heures selon les personnes. Donc ça, c'est important de le comprendre. Quand on se dit, quand on sait qu'on est sujet à la migraine et qu'on se dit non mais c'est bon, j'attends un petit peu, ça va passer, je vais prendre même les cachets qui sont en allopathie, ça va passer, c'est faux. Il faut les prendre dès le départ parce que cette crise ne s'arrête pas. C'est là aussi des différences énormes avec le mal de tête. On peut aussi regarder du côté des facteurs déclencheurs. Fatigue, tension, problème de digestion, surutilisation des écrans, globalement mal de tête. Hormones, stress, fatigue, mais là aussi digestion, ça peut être la migraine. Il y a des facteurs qui vont être aussi là en commun. Les autres symptômes qui vont différencier, quand on a mal à la tête, bon, on peut avoir des espèces de tensions comme ça, petite tension dans la nuque, une espèce de baisse d'énergie. La migraine, on a des nausées, mais c'est hyper violent. En fait, les symptômes sont extrêmement violents. Il peut y avoir des vomissements, on peut avoir aussi des troubles visuels. On a une hypersensibilité accrue au bruit, aux odeurs. Tout est beaucoup plus fort. C'est vraiment amplifié quand on a la migraine. Est-ce que c'est aggravé par l'effort ? Ça aussi, c'est un signe intéressant. En général, je dis en général, ok, c'est l'accompagnement qui va préciser la différence entre moi et le général. Normalement, mal de tête n'est pas aggravé par l'effort. Dans certains cas même, il va être amélioré par l'effort. Dans le cas de la migraine, oui, souvent, l'effort
va aggraver la crise. On a besoin d'être resté allongé dans une pièce noire, sans aucune stimulation extérieure. Il y a aussi cette question de l'aura. Il n'y a jamais d'aura dans le mal de tête et on peut avoir ces sortes d'aura dans la migraine. Alors c'est quoi l'aura ? On a l'impression d'y voir légèrement flou. Il peut y avoir des sensations de scintillement, c'est un peu dur à expliquer, mais aussi parfois d'engourdissement. Voilà. Donc ça, j'espère que voilà, ces différents tableaux vont vous permettre de savoir dans quelle case vous vous situez, simple mal de tête, migraine. Ça déjà, c'est important de le savoir pour la prise en charge. Donc, ok, le tableau est dressé, c'est bien. Je sais que je ne vais pas. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Parce que c'est ça la vraie question. On va essayer d'aller chercher cette cause profonde et de ne pas se limiter à faire taire la douleur. Alors, effectivement, en pleine crise, la seule chose dont on a envie, c'est faire taire cette douleur. Ça, je suis entièrement d'accord. Quand on est en crise, on va aller sur de l'action symptomatique, c'est-à-dire quelque chose qui vient immédiatement calmer. Mais après, je vais aller chercher et faire ce travail de fond dont on a parlé. C'est hyper important. Ce que j'avais envie en tout cas moi, quelque chose que j'aime bien faire, et pas que dans la migraine, je suis dans beaucoup de situations, c'est tenir un carnet. Un carnet pour arriver à repérer quels sont les facteurs déclencheurs, que ce soit mal de tête ou migraine. Parce qu'il va y avoir une régularité. Chaque fois que vous avez ces crises, essayez de noter. Donc il y a plein de catégories qui vont être des déclencheurs. Il y a la consommation de certains types d'aliments. Alors je pense comme ça, par exemple le café. Pour certaines personnes, les grands consommateurs de café, le fait d'arrêter le café, ça peut donner mal de tête. Mais il y a plein d'aliments, et là c'est à voir avec chaque personne, pareil. Il y a aussi les habitudes alimentaires qui peuvent entrer, la façon dont on mange, combien de temps entre les repas, est-ce que je mange aussi trop le soir, trop près de l'heure d'aller au lit, par exemple. Il y en a d'autres. Il y a les facteurs psychologiques, gros déclencheurs. Les facteurs hormonaux, donc là, je parle plutôt du public féminin, donc avant les règles. Il y en a énormément, ça c'est le jeu hormonal. Il y a aussi lié à la prise de pilules ou aux supplémentations hormonales. On n'y pense pas souvent, mais le rythme de vie, changer de rythme de vie. Par exemple, il y a ce décalage énorme pour certaines personnes entre le rythme de la semaine et le rythme du week-end. Le fait, par exemple, de se lever beaucoup plus tard peut déclencher des maux de tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les éléments sensoriels, hein, j'en ai parlé, le bruit, les odeurs, etc., les sensations visuelles. Trop d'informations, en fait, pour un système nerveux peut saturer, en fait, le système nerveux et déclencher des maux de tête. Pour certaines personnes aussi, les facteurs climatiques, le vent, un excès de soleil. Et puis on a toute une catégorie de déclencheurs, ça peut être suite à, par exemple, un accident de voiture, un choc physique, hein, voilà, qui peut générer des douleurs. Voilà pour ce petit carnet. C'est vraiment intéressant de le faire sur 2-3 mois. Alors pourquoi plusieurs mois ? Parce que si c'est en lien avec l'hormonal, ça va être une fois par mois. Donc on va, pour avoir du recul un petit peu, il va falloir le faire sur plusieurs mois. En tout cas, le message principal, c'est que ces maux de tête ne sont pas là par hasard. Hein, tu disais au départ, c'est un signe. J'aime bien cette expression, mal,
a dit. C'est une information que nous envoie notre corps. Donc il faut aller chercher pourquoi. Que veut-il me dire? Il ne faut pas rester dans cette fatalité. On parlait de problèmes hormonaux. Combien de femmes disent, ben voilà, moi j'ai toujours eu mal lors de mes règles, mais c'est normal, ma mère avait mal, ma grand-mère aussi. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment travailler la prévention. Et là, l'accompagnement en prévention, c'est vraiment difficile de donner des conseils très précis parce que ça va être complètement différent selon chaque personne. Euh, mais de manière générale, les huiles essentielles ne seront pas complètement présentes là-dedans. Elles vont être présentes au travers plutôt de compléments alimentaires parce qu'il y a des choses un peu plus précises à mettre en place. Alors, s'il y en avait une que je conseillerais, c'est l'huile essentielle de citron qui vient nettoyer le foie. Donc, ça va être intéressant. Une goutte. Je sais, c'est pas académique comme façon de faire, mais ça marche très très bien. Une goutte au fond d'un verre en verre que l'on vient casser avec de l'eau. On peut boire ça tous les matins. Donc ça vient nettoyer le foie, c'est fluidifiant sanguin aussi, bonne humeur, donc c'est intéressant. Pas de risque à l'ingérer comme ça, puisque c'est une huile qui est plutôt protectrice. Enfin, on va l'utiliser j'utilise pour des personnes qui sont atteintes d'acidité gastrique et de reflux, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Donc pas pour les enfants, hein, pour les adultes. Ensuite, selon les cas, beaucoup de magnésium pour détendre au niveau du système nerveux, c'est hyper important. Ensuite, moi je travaille avec une entreprise en particulier et j'aime bien travailler sur booster l'énergie cellulaire pour retrouver vraiment le bon fonctionnement du corps. Pour certains, on va pouvoir utiliser le griffonia qui contient la sérotonine, parce que le manque de sérotonine peut, dans certains cas, être la cause de... on n'est pas en huile essentielle, mais voilà, c'est mon approche, elle est globale. Le manque de sérotonine peut engendrer certaines migraines. On va surtout travailler sur l'inflammation du corps. Donc là, on peut, en huile essentielle, travailler avec le curcuma. Et moi, j'aime bien travailler avec un complexe qui va mélanger les deux. La forme racine, donc la plante complète, et dopée par la présence de l'huile essentielle de curcuma, avec un support huileux pour faciliter l'absorption du curcuma. Je ne savais pas du tout que le curcuma pouvait être une huile essentielle. C'est chouette parce qu'effectivement, c'est un puissant anti-inflammatoire déjà en Ouais. tant que tel. Mais alors là, en huile essentielle, autant racine que... C'est quoi? C'est les fleurs du coup? Alors, c'est une petite gélule dans laquelle l'entreprise avec laquelle je travaille a mélangé. Donc, c'est une double capsule. Donc, il y a une partie huileuse. Donc, on est sûr que l'absorption va être favorisée par cette partie huileuse. Et à l'intérieur, donc, il y a la racine elle-même, donc la racine de gingembre, qui est broyée. Hein, et on va y ajouter l'huile essentielle obtenue après distillation de la racine de gingembre. On peut travailler avec l'huile essentielle toute seule, hein, elle existe aussi, donc avec une très belle couleur, hein, c'est vraiment chouette. Voilà, donc ça c'est un produit vraiment très anti-inflammatoire, que j'aime beaucoup, qui vient améliorer le système digestif, qui soulage aussi le foie, donc c'est vraiment une super plante, le curcuma. Ensuite, on peut travailler, moi je travaille aussi avec des approches en multivitamines pour venir corriger le fond. Un Montero, s'il est déséquilibré, s'il manque de minéraux, de vitamines, etc., ça va pas bien fonctionner de toute façon. Je reviens juste sur les huiles essentielles. Tu disais le curcuma, les autres même compléments alimentaires que tu proposais. L'objectif pour toi, c'est d'aller travailler sur le terrain du foie en particulier. Et justement, ça me fait penser, dans la migraine, il y a des facteurs déclenchants alimentaires et puis il y a des facteurs déclenchants de type hormonaux. Et finalement, que ce soit par rapport à l'alimentation ou par rapport aux hormones, derrière celui qui va dégrader tout ça pour pouvoir les assimiler ou plutôt les éliminer une fois qu'elles ont été utilisées, ça va être le foie. Donc c'est pour ça que finalement travailler sur le terrain du foie est tout indiqué en fait dans les cas de migraine et
par la naturopathie. En médecine traditionnelle chinoise aussi, on considère qu'il y a beaucoup de désordres hépatiques, alors énergétiques, pas pathologiques, qui vont entraîner, en fait, qui vont être liés aux migraines. Donc c'est vrai que là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme huile essentielle qu'on peut utiliser pour soutenir le foie, du coup? Alors, pour soutenir le foie, alors il y en a d'autres. Il peut y avoir le romarin, Exact. qui est une plante extrêmement intéressante, le romarin, que l'on peut utiliser sous plein de formes. Alors, tout simplement dans son jardin, hein, c'est une plante qui pousse très très facilement, donc on peut faire des infusions de romarin. C'est une plante qui est extrêmement antioxydante. Il faudra juste faire attention quand on fait des infusions à ne pas laisser les feuilles. Non, déjà, on ne met pas la tige entière, on ne met que les feuilles. Voilà, on prend et on enlève les feuilles. Et on ne fait pas bouillir, c'est-à-dire qu'on amène l'eau à ébullition, on jette ses feuilles, on couvre pendant 10 minutes, mais après on va filtrer. Parce que si on laisse, comme beaucoup de gens, les feuilles tremper là pendant des heures, eh bien le mélange s'oxyde et tout le pouvoir antioxydant du romarin se perd. C'est-à-dire que la couleur, en fait, de l'infusion va complètement changer, basculer vers une teinte rouge. Donc, s'il vous plaît, après les 10 minutes, pensez à toujours filtrer. Et une fois que l'infusion est refroidie, si vous en avez fait une grande quantité, ça se conserve au frais, pas plus de 24 heures. Ok. Et est-ce que tu as une Donc, histoire de dosage, de quantité de feuilles par rapport à si je veux préparer alors, davantage? oui. Donc, il y a une différence entre les plantes sèches et les plantes fraîches. Donc pour moi c'est pour moi pour 1 litre je mets à peu près 10 grammes de plantes sèches et le double en plantes fraîches puisque les plantes fraîches sont pleines d'eau donc elles pèsent plus lourd donc il faut en mettre plus. Donc ça une petite tasse en fin de repas c'est très intéressant. Pourquoi pas plus? Parce qu'en fin de repas mon estomac est plein. Si je le remplis d'un grand volume de liquide ça va remonter. Donc ça peut entraîner des problèmes chez un certain nombre de personnes et voilà, on vient ballonner. Et puis si on remplit aussi trop ce bol digestif de liquide, on va venir aussi diminuer la concentration euh, des fluides créés par le corps pour la digestion. Donc un petit peu. Hein. Là, les Chinois, pour ça, j'aime bien, sont très sages et parlent de cette petite tasse en fin de repas, et puis on va faire suivre avec, chez les Chinois on dit 500 pas, si je me suis intéressée. Moi je m'intéresse à tout. 500 pas, et j'aime bien proposer cette petite marche digestive après un repas qui va permettre de venir aussi naturellement masser le ventre, faciliter cette digestion. Qu'est-ce qu'on a comme autre huile qui vient nettoyer le foie? Alors, le foie directement, je réfléchis. L'amande poivrée, mais c'est plus les nausées. Ça vient et ça va permettre plutôt une vidange gastrique. Ça va permettre, dans certains cas, à l'estomac de se vider plus vite. Donc ça peut favoriser pour certaines personnes. Moi, je travaille avec un complexe qui s'appelle Zendocrine, que j'aime bien, qui est un mélange de différentes huiles essentielles qui vont avoir des actions plus larges, parce qu'il n'y a pas que le foie, en fait, qui sert à nettoyer le corps. Donc, elles vont agir un petit peu sur différentes parties du corps. Ça va probablement répondre à une question que j'allais te poser. Euh, Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ce complexe d'huile essentielle? Quel type d'huile essentielle? Alors, dans les endocrines, il va y avoir du romarin. Dans ce complexe endocrine, donc qui existe donc sous forme d'une synergie de différentes huiles essentielles. Donc il y a la mandarine. La mandarine, c'est assez détox. Elle vient, c'est un tonifiant général pour le système. Voilà. Elle a une action sur la lymphe, donc le drainage lymphatique. Comme tu l'as dit, je suis spécialisée en drainage lymphatique, c'est un champ de plante qui est intéressant pour ça, parce que favoriser ce drainage de la lymphe va être intéressant, parce que
on oublie qu'il y a aussi de la lymphe au niveau de la tête. Donc parfois une congestion aussi, le fait de pouvoir évacuer et drainer mieux notre lymphe va pouvoir favoriser ce nettoyage. Donc il y a Par du rapport à romarin. la lymphe, je saute dessus du coup. J'ai lu un livre là tout récemment, justement du lien entre l'ophtalmologie et l'ostéopathie, et on se rend pas compte, mais rien que dans l'œil, en fait, la lymphe, elle est présente. Elle va permettre de nourrir tout ce qui est cornée, rétine et cristallin, puisque du coup, cornée, cristallin, ils sont pas vascularisés, et donc la lymphe va pouvoir, enfin, c'est l'élément qui va permettre ces échanges minéraux et La lymphe, c'est passionnant, hein, ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Un des premiers découvreurs du système lymphatique l'a comparé au Nil, c'est-à-dire ce fleuve à la fois éboueur et nourricier, puisque la lymphe, elle a ces deux rôles, c'est-à-dire elle est là pour nettoyer notre corps, mais aussi le réparer. Euh, elle sert aussi de transport et de lieu de reproduction de certaines familles de globules blancs. Donc en fait, elle est extrêmement importante, elle est très mal étudiée, très peu, ça commence, mais elle a un rôle vraiment très 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 important. Donc par exemple, quand on a des sinusites chroniques, de venir travailler avec des mouvements de drainage lymphatique, on va pouvoir enlever une partie de la congestion. Voilà. Donc je repars sur les huiles essentielles qui sont dans endocrine. Il y a aussi le géranium. Le géranium, pourquoi dans ce cas-là? Parce qu'en fait, il a une action sur la circulation. Il est légèrement anti-inflammatoire, mais aussi astringent. On l'utilise beaucoup en soins externes de la peau parce qu'il est très réparateur. Et dans ce cas-là, il va venir dans le complexe nettoyer la peau. On oublie que la peau, c'est ce qu'on appelle un émonctoire. C'est les portes de sortie du corps qui permet de nettoyer le corps. Il n'y a pas que le foie. Il y a des baies de genévrier. Alors ça, c'est un excellent détoxifiant naturel. Lui va venir plutôt soutenir la sphère urinaire et là aussi améliorer une partie du drainage. Donc il est purifiant, il est diurétique. Donc parce que quand même, ça c'est mon axe de naturopathe. Aller se dire je vais nettoyer que mon foie, c'est gérer une partie du problème. Il faut aider à nettoyer l'ensemble du corps. Donc il y a les reins qui nettoient, les poumons nettoient aussi, la peau nettoie. Et puis chez les femmes aussi, on a un nettoyage avec les menstruations. C'est important de savoir. Dedans, on va avoir aussi de la coriandre qui a des propriétés plutôt digestives et détox, puisque quand on parle de détox, on parle plutôt en naturo du couple foie-côlon, puisque voilà, on va éliminer ensuite via les selles. Donc c'est important de venir favoriser un bon transit. C'est super important. Voilà, donc ça c'est le genre de produit à viser un petit peu large que j'aime bien. Mais si on va avoir vraiment une action ponctuelle foie et facile et aussi sécuritaire d'usage, le citron pour moi est une approche vraiment facile. Ensuite, si on veut aider son foie, un truc alors tout bête à faire, la fameuse bouillotte placée sur le foie. On se rend pas Truc des compte grands-mères, hein. la chaleur est efficace et permet de diffuser, de relâcher toutes les tensions tant musculaires que digestives. Ouais. Exactement. Le foie est un organe extrêmement important dans le corps, il fait plus de 200 actions. C'est un organe qui fonctionne bien à une température plus élevée que celle du reste du corps. Donc le fait d'amener la bouillotte chaude sur le foie, ça va permettre de l'aider, de le soutenir dans son travail, pas que de détox parce qu'il ne fait pas que ça, mais bon, dans notre objet aujourd'hui, c'est celle-là. Et je tiens à préciser où se trouve le foie. Exact, j'allais rebondir dessus, mais je suis au cas où. C'est le réflexe de cabinet avec mes clients qui, pour beaucoup, pensent que le foie est situé au niveau du ventre. Non, en fait, il est sur le côté droit seulement, sous les dernières côtes.
Voilà. Donc, si je me lève, hein, on va venir placer sa bouillotte ici. C'est Et ça. pas là. Ni là. Vraiment là. Donc il faudrait presque avoir, l'idéal c'est les bouillottes rectangulaires, remplies par exemple de noyaux de cerise, parce qu'on va pouvoir l'amener comme ça. Et bien accompagner son foie. Donc là on était sur l'axe foie. Donc l'axe foie pour du coup travailler sur le terrain et digestif, hormonal et inflammatoire globalement pour la personne qui vit avec des migraines. Juste tu as parlé du nettoyage des autres émonctoires. Et récemment, je me dis quand même, les intestins, avec tout le microbiote et la synthèse de 95% de sérotonine, il faut quand même bien, du coup, les entretenir, éviter qu'ils s'encrassent. Et est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui vont agir justement sur le soutien spécifique à l'intestin et au côlon? Côlon, Oui, tu peux parler? oui, je l'ai un peu abordé en disant qu'en naturopathie, on ne considérait jamais la détox du foie toute seule. Parce que quand on fait le ménage dans une maison, donc on fait des sacs poubelles. C'est ça la détox. Mais si les portes de ma maison sont fermées, c'est bien, je fais des sacs poubelles, mais il y a un moment où ma pièce va être remplie. Et peut-être que même mon corps a cette intelligence de savoir stocker les déchets dans des bons endroits dans le corps. Alors quand je dis dans des bons endroits, c'est pas forcément esthétique. Peut-être que ça peut générer des douleurs, du surpoids, mais ce sont des zones que le corps considère comme non dangereuse au niveau vital. Ok? Donc c'est bien de faire la détox, mais il faut que ça sorte. Donc il faut ouvrir les portes. Et typiquement, si on a un profil constipé, transit lent, ça ne sort pas. Donc je vais faire de la détox, je détourne mon foie, mais ça ne sort pas. Donc oui, il y a des huiles essentielles extrêmement intéressantes. Moi, j'aime bien, l'amande poivrée parce qu'elle va faire ce travail de chasse au niveau de l'estomac pour favoriser un petit peu pour les gens qui ont une gestion lente au niveau de l'estomac. Mais ensuite, il y a des plantes comme le basilic tropical qui sont intéressantes pour l'espace. Moi, je travaille avec une synergie complète qui s'appelle Digest Zen. Il faut amener surtout beaucoup de douceur, mais j'ai envie de dire que ça c'est le genre de travail que l'on fait en symptomatique. J'ai la douleur. Moi j'aime mieux travailler en amont autrement, avec un couple, donc des huiles qui vont venir nettoyer. Parce que c'est une zone, on va parler du côlon et du grêle, sont des zones où pullule une flore bactérienne énorme, hein, des millions de bactéries, qui sont nos amies, hein, elles sont toutes là tranquilles, et puis selon nos modes de vie, euh, suite à une infection, il y a plein de cas qui font que cette flore devient complètement déséquilibrée. Certaines familles de bactéries vont prendre le pouvoir. Et là, ça va entraîner beaucoup de perturbations. Donc j'aime bien commencer avec des huiles essentielles. Donc moi je travaille avec un mélange déjà tout prêt en capsule parce que c'est plus sécure, avec de l'origan. L'origan, c'est pour moi l'huile essentielle la plus puissante au niveau infection. Elle est très puissante. Du coup, on va l'utiliser avec parcimonie. Donc jamais chez les enfants. Je vous déconseille de la prendre directement dans la bouche ou même sur un sucre, du miel. Ça, c'est très très mauvaise idée. De toute façon, le sucre va diminuer la puissance de l'huile essentielle, puis avaler du sucre. Franchement, c'est pas une bonne idée. Hein. Si on veut soigner au naturel, il faudrait une espèce de... L'origan, c'est dermocaustique, ça brûle. Donc ça va vous mettre la bouche en feu. Alors, si vous avez en plus déjà des problèmes, hein, d'irritation au niveau de l'œsophage, c'est vraiment très très puissant. Donc non, il faut que ça soit dans une capsule avec du titri, j'aime bien. Ça nettoie bien.
Après, selon les cas, on peut accompagner de cannelle, ça peut être intéressant, mais c'est pareil, ça brûle, c'est thermocaustique la cannelle, donc jamais directement, il faut vraiment travailler de manière sécuritaire. En interne, ne le faites jamais tout seul. Voilà, il faut avoir le conseil d'un pro et prendre des choses qui sont déjà en capsule pour plus de sécurité. Euh, et souvent, j'aime bien y rajouter, moi, alors quand je les fabrique moi-même, parce qu'on peut les fabriquer, c'est ses propres gélules. Je rajoute toujours une goutte de citron pour ce côté protection du foie, accompagnement, et c'est assez intéressant. Donc on fait un nettoyage voilà, entre 5 et 10 jours. Et ensuite, bien, j'ai désherbé mon jardin. Je reviens à j'ai désherbé mon jardin. Donc là, je vais peut-être analyser mon sol et voir si il n'y a pas des petites carences et un multivitamines minéraux, peut-être ça va être chouette. Et à ce moment-là, quand mon terreau est prêt, je vais semer des graines, des bonnes graines, pour développer des belles bactéries. C'est là que le probiotique va entrer en ligne. Je ne le prends pas avant d'avoir fait ce travail de nettoyage, car les bactéries pas sympas qui se sont développées sont friandes des nouvelles bactéries que l'on va ingérer. Donc votre probiotique ne va peut-être pas marcher aussi bien que vous l'auriez souhaité. En plus, il existe des tas de souches, donc il faut choisir ce qui va marcher. Moi, c'est pareil, je travaille avec un probiotique qui est sorti depuis peu de temps, qui est pour moi extraordinaire parce qu'il y a 28 souches. Donc on est super large et double encapsulage. Ça veut dire que ça va résister à l'acidité de l'estomac. J'ai pas besoin que mon probiotique arrive dans mon estomac, ça sert à rien, c'est un milieu acide. Je veux qu'il arrive dans mon grêle et dans mon côlon parce que c'est là que ça se passe. Et il faut ensuite euh, avoir dans son alimentation tous les aliments qui font favoriser un bon transit. Parce que la vie, ça n'est pas que avaler des compléments alimentaires. C'est avant tout et d'abord manger équilibré. Donc, il faut s'hydrater. Ça, c'est un point, on va le revoir pour les migraineux. Hydratation, hydratation, hydratation. On peut Hyper. même le voir de suite, parce que du On coup, peut le voir de suite. Le l'hydratation, manque d'hydratation c'est ça. Et on entraîne, voit plein au cabinet. entraîne des maux de tête très, très fréquents. C'est quoi les signes? La fatigue. J'ai la bouche un peu comme là, je parle beaucoup, j'ai la bouche sèche. J'ai le sentiment aussi d'avoir les yeux un peu secs. Et j'ai l'impression d'avoir la tête comme ça, là, ça comprime. Il y a de la lymphe. Ma lymphe, si elle manque d'eau, elle s'épaissit encore plus. Mon sang, pour circuler, a besoin d'eau. Nous sommes faits à 70% d'eau. Si on manque d'eau, notre corps, c'est un marécage boueux. Ça ne bouge plus. Je Donc, il faut rajouterais du coup boire. que la sensation de lèvres sèches aussi, comme les lèvres gercées, peut être un des premiers signes de déshydratation. Et alors au début, je me disais, bon, ben, c'est parce que j'ai les lèvres sèches, c'est tout. Et finalement, en y faisant attention, je me rends compte que grâce à ça, ben, oui, j'ai pas bu et c'est vraiment le tout premier signe avant même cette bouche pâteuse et avant tout le reste. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que tu peux Oui, oui, changer oui. les Mais en réalité, il faudrait boire avant d'avoir. C'est déjà trop tard. Quand on a cette sensation-là, c'est déjà trop tard. On est déjà en déshydratation. Donc, comment faire? Je donne un petit conseil que je donne en cabinet. Créer des associations d'idées. Donc, c'est avoir une gourde tout le temps avec soi. Si pour les gens qui travaillent en ordinateur, par exemple, je vous montre, moi, j'ai mon verre plein. Comme ça, je n'oublie pas de le boire. Genre, j'ai tout le temps une gourde avec moi. Et puis, un truc tout basique, je vais aux toilettes. Donc, je vide, je bois après, je remplis. Je vide, je remplis. Voilà. Un verre d'eau avant chaque repas. On l'a dit, on ne boit pas trop à la fin des repas, mais par contre, mettez ce verre d'eau, vous buvez au début du repas, vos papilles gustatives en ont besoin. Comment on produit de la salive? Avec de l'eau. Si vous êtes déshydraté, pas de salive. Pas de salive, très mauvaise digestion. Donc ensuite, ça va entraîner plein de problématiques. Ce qui explique du coup le lien avec la bouche sèche, pas de salive. Exactement. Pour les gens qui n'aiment pas boire de l'eau, je reviens à mon huile essentielle de citron. Vous mettez 3 gouttes dans une gourde, alors uniquement en inox ou bouteille en verre, jamais dans du plastique.
vous recouvrez d'eau et vous secouez tout le temps puisque les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Donc ça va tellement bien parfumer votre eau que vous pourrez boire. Alors pour ceux qui aiment bien, ça peut être éventuellement de la menthe poivrée. C'est assez fort. Là, on peut passer peut-être avec de la menthe douce, qui est moins violente que la menthe poivrée. Ça peut être aussi pour d'autres de l'huile essentielle d'orange que j'aime beaucoup. L'huile essentielle d'orange, elle est intéressante, elle est douce au goût, elle est ok pour tout le monde. En plus, elle a une action sur le transit, donc elle est plutôt intéressante. Pour le transit, marcher, 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 marcher. Je Ça fais masse juste le ventre. une petite précision. Tu as dit l'orange, du coup, dans l'eau, elle est OK pour tout le monde, mais en consommation interne, encore une fois, pour les enfants, peut-être pas. Non, oui, bien sûr, je pensais pas aux enfants pour ce Ouais, conseil-là sur le transit, hein. Les ouais. conseils que je donne pour le transit, ça s'adresse Aux aux, adultes, aux adultes. Les enfants, de l'eau, ça marche. c'est très bien. Et Donc, ce qu'on justement, pourrait faire pour des enfants, pour que la dose soit pas forte, c'est mettre la peau d'agrumes. Puisque les huiles essentielles sont contenues dans la peau des agrumes, pas dans le jus. Il n'y en a pas, zéro. C'est vraiment toutes les petites boules que l'on voit à la surface. Donc mettre, alors bio, qu'on va laver, on les met dans l'eau, des petites rondelles de citron ou des écorces d'orange, et puis ça va parfumer l'eau et ça peut motiver des enfants à boire quelques feuilles de menthe aussi. On a de la menthe dans son jardin. Moi, ce que j'aime bien faire, donc ça c'est pour un adulte, en été, je mets une goutte de citron, je recouvre d'eau gazeuse que je fabrique moi-même, et quelques feuilles de menthe, et je le mets dans un joli verre, parce que là aussi, le plaisir, c'est l'œil, le regard. Je le mets dans un verre à mojito. Et je suis contente parce qu'il y a les marqueurs du mojito, de l'eau pétillante, de la menthe et du citron, zéro sucre, zéro alcool. Ça me fait du bien, ça nettoie mon foie, ça me met de bonne humeur, je me fais plaisir et je vais bien. Donc voilà, Je les refais un petits. point juste sur l'hydratation. On ne se rend pas compte à quel point on peut être déshydraté et à quel point on ne boit pas assez, dans le sens où déjà, rien qu'en dormant, en respirant et avec la transpiration, on perd jusqu'à 1 litre quasiment d'eau la nuit. Donc dès que je suis en activité, déjà, ça suffit pas. D'autant plus quand il fait chaud et encore plus quand je fais du sport. Donc vraiment, il faudrait presque viser les 3 litres d'eau. Alors je sais que ça effraie beaucoup de monde, mais malgré tout, on est quand même, comme tu l'as dit, composé de 60% d'eau, 60 à 65. Et puis selon les zones, y compris le cerveau, les yeux, ça va être encore plus riche en eau. Donc vraiment d'hydrater, d'hydrater, d'hydrater. Oui, alors, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, mon premier conseil alimentaire pour commencer la journée, c'est un grand verre d'eau à température ambiante. On a passé 12 heures sans boire. C'est la première action que l'on doit faire le matin parce qu'on est déshydraté. C'est évident. Après, la consommation d'eau, euh, elle doit s'adapter au poids, à la saison. En hiver, on ne va pas boire 3 litres d'eau pour quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas de sport. Trop d'eau pour certaines personnes, ça va fatiguer les reins parce que ça va les faire travailler énormément. Et par contre, en été, je fais du sport, je transpire. Voilà, ça c'est sûr. Mais si dès le matin, on crée cette habitude de son petit verre d'eau, éventuellement pour les adultes avec sa petite goutte de citron, c'est super. Boire un grand verre d'eau déjà avant chaque repas, puis à chaque fois qu'on va uriner, ça crée des habitudes. Ça devrait passer. Et puis vigilance, bon, dans les périodes où vraiment il fait très très chaud, d'augmenter un petit peu sa dose. Et puis pour les gens qui font beaucoup de sport, je pense qu'il est intéressant de travailler avec des produits comme du plasma marin pour retrouver des minéraux, parce que quand on transpire beaucoup, on a une perte de minéraux, et ça c'est vraiment important d'en ajouter. Et je- Euh, un petit point, du coup, pour récapituler, on a parlé de beaucoup d'huiles essentielles par rapport à tout ce qui était foie, intestin, donc l'aspect digestif. Donc, on a dit au début que ça liait et le côté hormonal, enfin les migraines hormonales, du coup migraines catameniales, et les migraines plutôt euh, déclenchées par des aliments et le contexte digestif. Est-ce qu'il y a d'autres huiles essentielles pour d'autres types de migraines? On a abordé un alors, petit peu la menthe poivrée tout à l'heure.
On Ouais. m'a dit que c'était plutôt Alors, gastrique, encore une fois, et lié du coup à la digestion, à la fois aussi antidouleur. Voilà. Donc, quels sont les autres types d'huiles essentielles pour les autres types de migraines? je vais basculer parce que je préfère toujours, moi, entrer par l'axe besoin. Et je mettrai le produit en face et je j'aime pas fonctionner en partant d'abord du produit donc on a vu le manque d'eau, on a vu un foie, mauvaise digestion, excès alimentaire, pas trop riche, etc. On a vu, on en a parlé tout à l'heure, l'hormonal. Euh, donc ça peut être pour les femmes, donc soit au moment d'ovulation, milieu de mois, hein, c'est 14e jour, plus ou moins, selon le cycle de chacune. Ça peut être aussi donc avant les règles, voilà, entre 3 et une semaine avant les règles. Donc là, on est sur un lien oestrogène. Alors les oestrogènes, on l'a dit, le foie, c'est lui qui vient les nettoyer. On n'en a pas parlé, mais le ventre. Nous avons une flore dans le ventre qui travaille avec les oestrogènes. Donc en fait, le fait d'avoir fait ce petit protocole dont je parlais tout à l'heure de nettoyage et puis d'avoir un probiotique qui va venir réguler, on l'appelle l'œstrobolome. Ça fait pas longtemps qu'on travaille sur cet œstrobolome. Donc ça va être intéressant. Mais il y a cette chute brutale des oestrogènes. C'est ça en fait qui va donner ces maux de tête avant les règles. Donc là, il y a un travail qui peut se faire avec des plantes qui vont venir réguler les hormones. Ça, j'ai pas vraiment de conseils parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est un travail délicat, les hormones. On va dire que globalement, les grandes plantes du système, je parle des plantes, de manière générale, le système hormonal, on va avoir l'alchimie, on va avoir l'onagre, on a le houblon, on a aussi en gémeaux le framboisier, le pommier. En huile essentielle, on va avoir la sauge clarée, mais très puissante, très très puissante. Donc, il y a beaucoup de cas, on ne va pas l'utiliser, notamment quand il y a déjà des problèmes hormonodépendants. Donc, cancer en cours, non, pas d'huile essentielle, hein, qui ont eu lieu, ou famille à risque, ou des fibromes, en fait, tout ce qui est problème, puisque la sauge clarée, elle a un côté oestrogène-like. Donc, elle mime les oestrogènes dans le corps. Donc, si on a un excès déjà d'oestrogène dans le corps, c'est délicat. Donc, professionnel de santé, on ne prend pas, même en plante, en phyto, on ne se supplémente pas comme ça. L'alchimie va être quand même plus facile à utiliser. Moi, j'aime bien travailler avec les personnes qui sont OK avec un mélange qui s'appelle Claricalm. Donc, dedans, il y a de la sauge, mais elle n'est pas pure. Dedans, on va y trouver la lavande, qui est une plante intéressante dans ses accompagnements pour son côté apaisant, très très important. On va la recommander notamment pour les problèmes de ménopause. La ménopause entraîne beaucoup de problèmes et du coup beaucoup de stress. Donc la lavande va venir un petit peu apaiser. C'est à ce moment-là que ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La bergamote aussi pour son côté, voilà. Il y a de l'anthémis, enfin il y a beaucoup d'huiles différentes qui vont venir rééquilibrer et qu'on va pouvoir. Donc c'est un roll-on dilué, prêt à l'emploi. Donc le dosage est déjà fait. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec les roll-on, c'est facile à utiliser. Et donc on va l'appliquer tous les jours sur le bas-ventre. Donc ça va venir réguler. Mais il n'y a pas que, il y a venir réguler aussi tout son corps et son fonctionnement. Parce que s'il y a une dérégulation hormonale, ça veut dire que mon corps ne fonctionne pas complètement comme il faut. Donc je reviens toujours en fait, je vais redire toujours les choses, revenir à mon équilibre de base, rééquilibrer mon terrain. Et donc selon les personnes, ça va être différent. Alors, un truc qui va être facile à utiliser,
Ça serait, j'aime bien, j'en ai parlé, l'huile essentielle de géranium, parce qu'elle a ce côté réparateur de peau, mais un peu circulatoire. Donc, une goutte de géranium avec une goutte d'huile essentielle de lavande, diluée dans une petite cuillère à café. Alors, par exemple, d'huile végétale d'amande douce, parce qu'elle est facile à utiliser, en massage sur le bas-ventre. Ça peut être intéressant. Dans les huiles, voilà, dans les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser, voilà, là, pour moi, c'est un avis. L'alimentation a un rôle tellement important sur la correction hormonale. Je l'ai tellement expérimenté sur moi-même. Les produits laitiers, notamment, surconsommation, et puis pour des terrains très sensibles, l'arrêt des produits laitiers, ça a vraiment un impact. C'est long le travail sur le système hormonal. C'est un accompagnement, il faut 3-4 mois de prise en charge au moins pour arriver à... Et voilà, c'est un travail de longue haleine, mais qui est vraiment à mettre en place et qui est vraiment intéressant. Ensuite, on n'en a pas encore parlé, mais je vais parler un petit peu, évoquer par exemple un accident de voiture, des chocs, les tensions. Ça, c'est vraiment une cause de maux de tête. Alors, il y a différents types de tensions. Toi, tu es extrêmement bien placé en étant ostéopathe pour le savoir. Donc, il y a les tensions purement de stress. Alors, on est sur la gestion purement émotionnelle. Donc là, les huiles essentielles, c'est super chouette pour aider. Donc, bien sûr, il y a toujours ma lavande, mais il y en a d'autres parce qu'il va falloir accompagner le type de stress. Un mélange que j'aime bien aussi qui s'appelle Pastance, qui est vraiment très intéressant typiquement pour ce type de tension avec maux de tête. Il y a aussi parfois des malpositions vertébrales. J'ai trop fait de sport. Chez les femmes, il y a énormément de tension au niveau de la nuque et du trapèze. Donc, les positions avec l'ordinateur, etc., ça va engendrer des tensions. Donc là, on va travailler conjointement, pour moi, avec les huiles essentielles. Donc, ça peut être en olfaction pour l'émotion, la tension, en massage, comme la lavande, mais pas que. J'aime bien le mélange Aromatouch, qui est une synergie que j'utilise beaucoup en massage, qui détend profondément. Elle est intéressante parce que dedans, il y a du cyprès qui est très circulatoire, il y a un menthe poivré qui monte sur ce côté un peu vivifiant et calmant avec le côté réfrigérant. Il y a dedans d'intéressant du basilic qui a ce côté antispasmodique, il y a un détendre les muscles. Il y a d'autres plantes, mais bon, dans ce cas-là, c'est celles qui vont intéresser. La synergie balance aussi, qui est extrêmement rééquilibrante, qu'on va pouvoir masser sur toutes ces zones de tension. Donc, les automassages, ça c'est ultra important. Tous les mouvements d'auto-étirement le matin pour éviter ces tensions, donc avec la bonne posture, voilà, ces petits mouvements de tête qu'on va faire sur l'inspire, l'expire, vraiment s'accompagner dans tous ces types de tensions, de la respiration qui crée vraiment la vraie détente, le bain chaud ou la bouillotte chaude qui va venir assouplir et détendre. L'amande poivrée aidera beaucoup puisqu'elle vient réfrigérer. Il y a aussi les tensions qui sont dues à j'ai trop chaud, je me suis trop agitée, trop de choses. On va avoir une espèce d'afflux de sang dans la tête. Ça crée des maux de tête. L'amande poivrée, là, c'est vraiment l'idéal. Attention, on ne la met pas sur les yeux, on ne la met pas sur les enfants. C'est vraiment ni les femmes enceintes. Donc, l'amande poivrée, du coup, dans ce cas-là, pour tout ce qui est tension, avec plus antalgique et pour faire refroidir, on va dire, le système, plutôt en local, parce que si on le prend en interne, ça va plus avoir une action gastrique. Du coup. Ouais, exactement. Et ensuite, exactement. Et moi, j'aime bien compléter avec des vieux trucs de grand-mère aussi. C'est logique. Si j'ai trop chaud là, l'idée, il y a un flux de sang en fait, c'est d'attirer le sang ailleurs. Donc, par exemple, si je suis dans un endroit où j'ai pas accès
je peux pas baigner mes pieds, les avant-bras. Mettez-vous dans un lavabo et faites couler de l'eau froide sur vos avant-bras jusqu'à sentir vraiment avoir froid. Ça va venir du coup attirer le sang pour réchauffer ces parties-là. Autrement les pieds, bain de pieds très froid, douche froide, tout ce qui va permettre de chasser voilà cet excès de sang dans la tête. Ça va décongestionner en fait. Moi j'aime beaucoup les bains de pieds. Donc par exemple, bain de pieds avec une poignée de gros sel, c'est toujours intéressant. On met quelques huiles essentielles relaxantes et on vient se poser. Donc là on va pas mettre trop chaud, hein, justement. Ça va être un soin vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu mettrais du coup comme huile essentielle dans le bain de pied du coup? Ah bah alors la lavande très facilement et ouais, la lavande pour ça parce qu'elle vient relaxer. L'orange aussi, ça sent bon, ça relaxe. Là on peut le faire pour les enfants en mettant dans un bain de pied une goutte de chaque que l'on va diluer hein, toujours puisqu'elle ne se mélange pas à l'eau donc ça va rester en surface du bain de pied. Donc soit vous avez des sels d'Epsom, vous mélangez sur les sels d'Epsom et ensuite vous mettez dans l'eau, soit une base lavante n'importe laquelle dans la main, on met les gouttes, on mélange et on vient mélanger dans l'eau et on a une diffusion et ça vient détendre, ça vient calmer, c'est vraiment facile avec une petite bassine on le fait et puis si on habite près de l'océan comme moi, c'est un peu les pieds dans l'océan, ça fait du bien. Juste, tu as parlé de sel d'Epsom. Qu'est-ce que c'est exactement? Le sel d'Epsom, c'est un mélange qui s'achète voilà tout prêt, mais alors c'est pour faire bien hein, le sel d'Epsom, mais moi chez moi en fait, moi je suis toujours dans les solutions faciles, naturelles, du gros sel gris. Hein, du sel marin, moi je n'ai que ça chez moi, mais c'est vrai que ça fait plus joli de dire sel Epsom, mais en réalité c'est moins facile à trouver et du sel marin gris, Donc le sel marin ça gris, on sera met très très l'huile bien. essentielle dedans. Oui, et ensuite on le met dans l'eau. Et si vous voulez être sûr que ça se dilue bien, vous mettez le gros sel, une poignée de gros sel au fond, vous prenez une base lavante et vous faites le mélange dans vos mains et vous mélangez. On peut faire la même chose dans un bain si on a une baignoire. Donc tout le monde n'en a pas et puis c'est pas très écologique parce que ça consomme beaucoup d'eau. C'est pour ça que je privilégie le bain de pied parce que ça nécessite peu d'eau, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les douleurs vraiment purement de tension, on peut se faire aussi des petites préparations, mais c'est uniquement pour les adultes où on peut mélanger de l'amande poivrée, de la Golterie et de l'eucalyptus citronné. Mais la Golterie, tout le monde ne peut pas l'utiliser, d'eucalyptus citronné non plus. C'est un mélange un petit peu plus avancé qui est antidouleur, qui est assez sympa. Mais le massage, hein, c'est vraiment... Puis aller voir son ostéopathe préféré. Et alors je reviens juste sur la Golterie. Dans quel cas on peut pas l'utiliser? Parce qu'en étant sportive, j'avais eu utilisé la Golterie, mais j'avais pas la notion de que c'était pas disponible pour tout le monde, quoi. Parce que c'est un anti-inflammatoire très puissant, typiquement dans beaucoup de pathologies en fait. Ce n'est pas recommandé, notamment les pathologies cancéreuses. D'accord. C'est le même cas pour l'eucalyptus citronné? L'eucalyptus citronné, dans toutes les familles d'eucalyptus, donc il ne va pas y avoir les enfants. Il peut y avoir une sensibilité au niveau de la peau, sensibilité cutanée. Donc voilà, tout le monde n'aime pas le parfum non plus, c'est assez particulier. C'est vrai que pour moi les deux principales, c'est vraiment l'amande poivrée et la Golterie. Dans le cas, il y aurait aussi un petit peu de bleu, hein, mais on n'a pas sur ces zones-là. L'hélicryse est très intéressante. Mais c'est plus pour des douleurs sur l'encre. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des différents cas. Il y a l'aspect stress où on a dit que... Ouais, l'aspect stress. Alors il y avait le côté
côté aspect sensoriel, saturé, hein, qui est le cas dans les migraines. Trop de bruit, trop d'odeur, donc là, il faut s'isoler vraiment dans une pièce sans lumière, pratiquer vraiment des exercices respiratoires. Donc moi, j'aime bien utiliser la cohérence cardiaque, c'est facile à utiliser. Bannir tout parfum synthétique. Ça, c'est vraiment terrible. Moi, par exemple, je suis pas migraineuse, mais par contre, des parfums synthétiques forts, notamment les lessives, c'est horrible. Ça me donne mal à la tête immédiatement. Quand je rentre dans une parfumerie, c'est pareil. J'ai mal à la tête. Les encens aussi, parfois, on croit faire bien. Espèces de bâtons qui sont synthétiques, ça génère des odeurs très fortes, ça peut donner mal à la tête. Donc éventuellement, si on le supporte, via un diffuseur, ce sera plus doux. On pourrait être sur la lavande et aussi sur la camomille romaine qui détend, mais c'est un parfum très spécial. Donc vaut mieux le tester parce qu'en cas de migraine, ça pourrait donner l'effet inverse. Moi j'aime bien l'encens en huile essentielle. C'est vraiment une huile magique. Elle est très régénérante. Et c'est une huile qui ouvre un peu des connexions. Donc on peut en mettre une goutte sur le sommet de la tête. Encore, toujours je précise, si au moment de la crise on supporte cette odeur. On peut essayer aussi de calmer les choses en s'allongeant, parfois de surélever les pieds. Ça peut être une astuce qui va permettre d'aller mieux. J'ai envie de dire qu'il faut tester plein de choses. Dans le test avec les huiles essentielles, quand même, étant donné qu'on est livré à plein de types d'huiles essentielles différentes, qu'il y a des mélanges qui sont possibles, tout ça, probablement que pour tester des choses différentes, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui nous pose des questions, qui nous suit, qui oriente, qui voit un petit peu l'ensemble et toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les huiles essentielles et les effets bénéfiques de certaines huiles essentielles par rapport à d'autres en fonction de son histoire, quoi. Je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les huiles essentielles, parce que beaucoup de personnes ne les utilisent pas parce qu'elles ont peur, et à juste titre. Mais comme je l'ai expliqué au début, il y a vraiment des possibilités de les utiliser avec sécurité, mais il faut être accompagné par des professionnels de santé. Je pense, c'est évident. En local, vous avez toujours un bon praticien auprès duquel vous allez pouvoir avoir des renseignements, un naturopathe, il y en a plein, votre médecin, pharmacienne, etc. Ouais. Si vous avez des questions, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la toile aujourd'hui, on trouve pléthore d'informations et certainement beaucoup trop. Et ce que je veux préciser, c'est qu'une information qui est juste pour une personne ne l'est pas forcément pour un autre. Donc faites attention quand vous appliquez les conseils miracles proposés par quelqu'un. Effectivement, hein, cette personne vous propose ça en toute bonne foi parce que ça fonctionne pour elle, mais c'est pas sûr que ça fonctionne pour vous. Donc il y a besoin d'aller vers quelqu'un qui va être capable de poser des questions et d'orienter, en sachant qu'aussi, on n'a pas des baguettes magiques, tout ne peut pas être résolu à 100%, mais si on peut gagner en confort, en qualité de vie, c'est déjà hyper important. On approche du coup vers la fin. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les possibilités. Tu as donné pas mal de pistes et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souffre, qui n'en peut plus de souffrir, qui a tout essayé et qui se dit qui doute même qu'un jour ça changera par rapport à ses migraines? Alors, quelqu'un qui doute, alors est-ce qu'il a tout essayé déjà? Est-ce qu'il est allé tester vraiment toutes les solutions, même celles auxquelles il ne pense pas? Déjà, ça c'est la question que j'aurais envie de dire. Avoir tout essayé, je pense pas possible. Parce que parfois on peut avoir essayé une technique, avoir été déçu par cette technique. C'est aussi parce que peut-être n'est-ce pas la bonne personne. Hein. Voilà, il existe des centaines de naturopathes.
Moi, je ne peux pas accompagner tout le monde, c'est pas possible. On a une sensibilité différente, on a une approche tous différente. Il faut trouver le bon praticien, celui qui va nous convenir. Donc, il faut essayer plusieurs techniques, mais aussi plusieurs professionnels et combiner surtout. C'est une approche holistique. Il n'y a pas une seule façon de venir à bout de la migraine, mais des autres problématiques de santé. C'est une combinaison et souvent, c'est un équilibre à retrouver chaque jour. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un équilibre de vie tous les jours. Il faut faire attention à ce que l'on mange. Il faut prendre soin de son état émotionnel. Il faut faire de l'activité physique. Voilà, il faut manger correctement, etc., etc. Il faut être dans la prévention, c'est évident. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a certainement quelqu'un, quelque part, qui peut vous aider, qui a la solution. Merci beaucoup Corinne pour ces clés super concrètes. Euh, Est-ce que malgré tout, encore une petite question, il y a certaines huiles essentielles qui sont authentifiées pour avoir des interactions médicamenteuses, notamment avec les médicaments de la migraine. Est-ce que là tu sais ou pas? Alors oui, bien sûr, j'ai la liste. Voilà, il y a bien sûr des interactions médicamenteuses. Euh, oui, oui, on y veille avec certains antidépresseurs, avec des anticoagulants, bêta-bloquants, etc. Il y a des interactions. Donc ça aussi, il faut faire attention à ça. Donc bêta-bloquants et antidépresseurs, alors il y en a énormément. Est-ce que pour autant, il y a quelques huiles essentielles en particulier, comme quoi on pourrait transmettre là, pour justement Alors, faire si... attention Oui, à l'autoconsommation? je comprends ta question. Euh, c'est une question que l'on peut vraiment se poser. Il y a ce que je vais faire moi à titre personnel, pour moi. Il y a ce que je vais conseiller en cabinet, donc déontologie. S'il y a contre-indication, il y a contre-indication. Mais on va toujours trouver une piste. On va trouver toujours une piste, il y a toujours quelque chose. Pour ceux qui ont vraiment peur, l'olfaction via en diffusion avec un bon diffuseur à eau, ça va être vraiment, c'est pas un problème. Et puis il faut quand même se dire aussi, c'est la dose qui est poison. C'est la dose qui est poison. Euh, c'est sûr que si j'ingère les huiles essentielles donc en interne et que je la prends pure, je prends des gros risques. Hein. Si je le prends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors peut-être que si par olfaction je le fais une fois par mois, je pense que voilà, je me conditionnel, il faut valider toujours avec son médecin si le fait de l'utiliser en olfaction c'est ok ou c'est pas ok. Mais il y a tellement de façons et puis il y a toujours une autre possibilité. Si c'est pas via les huiles essentielles, on va travailler avec une autre forme en phyto. Toujours. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup pour tout ça. Écoute, Revenons avec grand sur plaisir. du coup, si vous souhaitez accéder à d'autres exercices concrets qu'on utilise chacun avec nos différentes spécialités dans nos cabinets, si vous voulez avoir de nouvelles visions pour la gestion de vos douleurs et de vos crises de migraine, alors abonnez-vous, likez et partagez cette dose justement à ceux que ça pourrait aider. Une dernière chose à te demander, qu'est-ce que tu veux partager autour de toi? Quelle serait ta mission? Ma mission fondamentale, c'est de prendre soin de soi avec des méthodes naturelles. C'est vraiment de partager et de retrouver du bon sens. De se reconnecter profondément à notre bon sens, à notre équilibre, à ce que l'on est, qui on est. Voilà. Qui on est vraiment. Ça, c'est vraiment mon chemin. Moi, je suis pas un agitateur de conscience parce que ça n'est pas ma personnalité, mais plutôt je sème des graines par la connaissance. Et du coup, pour terminer par un mot, qu'est-ce que tu choisirais? L'éveil, L'éveil, super, éveiller les consciences. génial. Merci beaucoup pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, moi, on peut me retrouver donc soit mon cabinet, donc sur Sanguinet, et puis sur Internet, j'ai mon site Internet avec voilà, je travaille en visio, pas pour les massages, mais j'y travaille. Hein. Donc j'ai un calendrier de prise de rendez-vous en ligne sur mon compte Instagram, Corinne Lacombe, naturopathe, sur lequel je donne plein de tutos, d'astuces aussi. Je fais aussi des ateliers en ligne très régulièrement. J'ai ma chaîne YouTube, Corinne Lacombe. J'ai pas fait original, hein. Tout est à Corinne Lacombe. Voilà. Pour retrouver du coup. C'est plus simple pour me retrouver. Pour ceux qui habitent loin et qui se disent ah flûte, j'aimerais bien la voir, je vis dans un lieu très touristique au bord du lac de Sanguinet-Biscarrosse, et donc si vous avez le bonheur de venir en vacances, je serais ravie de vous accueillir. Génial. Bon, du coup, je mettrai toutes les infos dans les descriptions. Une dernière question. Qui verrais-tu ou qui connais-tu qui serait intéressé ou intéressant du coup d'être... Je recommence. Qui verrais-tu, qui connais-tu qui serait intéressant d'interviewer dans ce podcast pour partager d'autres conseils et d'autres astuces à ceux qui vivent avec la migraine? Alors j'avais envie de te donner le contact d'une technique qui va être un peu différente. Je crois que tu n'as pas encore eu dans ton podcast. C'est une praticienne avec laquelle je collabore au sein de notre association Zénéo. Sabrina Colla, qui est un psychobio, qui fait la psychobio-acupressure, donc qui travaille sur des circuits énergétiques et qui travaille en fait sur la mémoire du corps. Je pense qu'il y a en fait, des choses intéressantes à découvrir. C'est une belle personne, en plus elle a un engagement humanitaire très fort. Voilà, et moi j'en ai pas parlé, mais j'ai des engagements aussi sur beaucoup de choses, et voilà, c'est une belle personne. J'aurais pu en dire plus, hein, voilà, je connais tellement de thérapeutes, mais voilà, pour être dans une approche un peu différente, je pense que l'approche énergétique est intéressante. Ok, oui, effectivement, il y a probablement, on verra avec elle alors, de quoi explorer de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup, Sandra, de m'avoir offert ce temps. Merci à toi pour cet échange, Ouais, c'était super intéressant. J'espère que ça a intéressé tout le monde aussi et que chacun a pu y voir plus clair dans autant l'utilisation qu'on pouvait faire des huiles essentielles que dans attention justement à l'utilisation. Donc à tous, merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir écouté et au plaisir de partager avec vous de nouvelles doses et d'oser élargir les regards, d'en doser. merci beaucoup. Prenez soin de vous.